Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette deuxième conférence interactive donc, qui s'intitule Saleté d'anticorps. Donc, cette conférence est organisée par l'Université de Limoges et présentée par Christophe Sirac, donc, qui est notre orateur de ce soir. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans ce lieu symbolique, symbole de culture évidemment et de diffusion de la culture scientifique également, de transfert des connaissances. Je voulais évidemment remercier chaleureusement la BFM qui nous accueille, qui nous ouvre ses portes ce soir à des heures qui ne sont pas habituelles. Je remercie Diane Dayan, également ici présente, donc, qui est responsable du service de diffusion de culture scientifique, qui a interagi avec Christophe pour la préparation de cette conférence. Voilà, donc Christophe, cher collègue, permets-moi de t'introduire en quelques mots auprès de l'Assemblée. Donc, tu es professeur à l'Université de Limoges, tu enseignes à la Faculté des sciences et techniques. Tu es un pur produit de notre université. Je suis très fière de le dire parce que c'est important pour nous tous. Tu es parti donc, de la licence jusqu'au doctorat donc, à l'Université de Limoges. Ensuite, tu as fait 2 ans dans l'industrie, si j'ai bien compris, à Lille. Et puis, tu es revenu à Limoges pour faire le métier qui te passionnait, donc l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, tu as intégré le laboratoire Crible. Donc, tu vas certainement nous parler un petit peu ce soir, qui est un très beau laboratoire de notre université, puisque c'est un laboratoire qui est reconnu par l'INSERM. Donc ça, je tiens à le souligner, je ne suis pas certaine que Christophe le dise. L'INSERM est un très grand institut de recherche qui ne labellise pas tous les laboratoires, loin de là. Et donc, c'est une marque de très grande qualité de recherche qui donne au laboratoire Crible une reconnaissance évidemment nationale, mais surtout une très grande reconnaissance internationale. Et donc, toi, tu travailles plutôt dans l'équipe qui travaille sur les dépôts d'immunoglobulines sur les organes. Donc, voilà, et ce sont des cellules qui peuvent développer certaines maladies. Et donc, ton travail dans ton équipe consiste à trouver des traitements, trouver des diagnostics et des traitements à ces maladies, entre autres. Donc, j'imagine que c'est le cœur de ta présentation et je te cède la parole avec un immense plaisir. Merci beaucoup Claire. Oui, c'est bon, je pense qu'on m'entend. Ça va raccourcir un petit peu, puisque comme ça, j'ai pas besoin de me présenter, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être là. Il y a du monde, donc ça fait plaisir. Parce que j'ai quand même passé du temps à préparer tout ça, donc ça m'aurait embêté qu'il y ait 3 personnes dans la salle. Donc je vais effectivement vous parler des anticorps. Alors moi je travaille, comme disait Claire, sur des maladies qui sont dues aux anticorps, et c'est pour ça que j'ai appelé la conférence Saleté d'anticorps. Mais au final, au fur et à mesure que je faisais cette présentation-là, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les anticorps, ça m'a un peu fait pencher du bon côté des anticorps, parce que je ne voulais pas vous présenter les anticorps comme étant que des saletés. Et donc, je vais quand même surtout vous présenter le bon côté des anticorps. Donc, je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on est capable de faire ces anticorps-là dans l'organisme. Donc, la présentation, elle va se séparer en 4 parties. Tout d'abord, je vais déjà rappeler ce que c'est qu'un anticorps, parce qu'on entend tous les jours dans les médias parler des anticorps et on nous dit « Ah, il faut des anticorps pour soigner, il faut des anticorps avec les vaccins, il faut des anticorps ». Mais finalement, peu de personnes savent concrètement comment est-ce que fonctionne un anticorps, qu'est-ce qu'il fait réellement dans l'organisme pour nous défendre contre les pathogènes. Ensuite, on essaiera, ça sera le gros morceau, c'est là où je vais peut-être perdre quelques personnes, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on fabrique, comment le corps est capable de fabriquer ces anticorps, avec une simple problématique de départ, c'est que des pathogènes, il y en a des millions, et on est capable de faire des anticorps contre chacun de ces pathogènes. Donc comment est-ce qu'avec un nombre limité finalement d'informations génétiques, de gènes, dans notre organisme, on est capable de créer des millions et on verra même c'est plus que des millions d'anticorps différents qui sont capables de nous défendre contre tout ce qu'on veut, en vrai. Ensuite, je vous parlerai assez rapidement de la partie de la présentation un petit peu de ce qu'on appelle l'anticorps thérapeutique. Donc, comment est-ce que la médecine et la science s'est appropriée
justement ces propriétés naturelles des anticorps qu'on a dans notre organisme pour en faire des médicaments qui sont couramment utilisés aujourd'hui en médecine. Et puis, je terminerai justement avec une de ces applications d'anticorps thérapeutiques qu'on a développée au laboratoire et qui sert à traiter une maladie qui s'appelle l'amylose. Donc, c'est une maladie dont a parlé Claire tout à l'heure. Ce sont des dépôts justement d'anticorps dans des organes. Et nous, on nettoie ces organes avec justement des anticorps thérapeutiques. Donc, vous allez voir, on va faire un peu on va faire la boucle hein, avec les bons anticorps, les mauvais, et puis on reviendra sur les bons anticorps à la fin. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'un anticorps ? Donc, quelques petites notions de base qu'on va essayer de retenir pendant toute la présentation. Je vous rappelle que théoriquement, c'est interactif. Alors, j'ai essayé d'être interactif. En ce moment, les interactions, on est d'accord avec tous le masque et avec la période qu'on vit. Les interactions, c'est pas super en ce moment, donc j'aurais bien aimé vous faire manipuler des choses, vous faire passer des petits trucs pour essayer d'emboîter des anticorps avec des antigènes, etc. Mais bon, malheureusement, on ne pouvait pas, donc je me limite à quelques petites questions. Au début, ça va être des questions très très bêtes, c'est juste pour voir si vous suivez, et puis après, on posera des questions un petit peu plus sérieuses. Donc, je commence un petit peu avec déjà la base. On va considérer pendant toute cette présentation que l'anticorps, c'est le gentil et l'antigène, c'est le méchant. Donc, quand on parle d'un antigène, généralement, c'est qu'on parle d'un virus, d'une bactérie, d'un parasite, de quelque chose qui nous a infectés. Voilà. Et puis, vous avez vu que à côté d'anticorps, j'ai mis gentil, mais pas toujours. Donc, on verra tout à fait à la fin que des fois, ils ne sont pas forcément gentils. Alors, première question, c'est juste pour voir si vous suivez. Vous avez vos petits cartons, rouge, vert. Le blanc, c'est si vous ne levez pas votre carton. D'accord ? Donc, qui est le gentil ? C'est juste pour voir si vous suivez et si tout le monde est d'accord. Alors attention, ça veut dire que il y a des gens qui ne lèvent pas la main, ça veut dire que leur réponse, c'est antigel. Alors j'ai l'impression que tout le monde lève un carton quand même. Ok, donc à peu près tout le monde a levé le carton rouge, donc c'est bien, vous suivez. Donc on va essayer de faire ça, il y aura quelques questions, il n'y en a pas 50 000, hein, mais il y aura une dizaine de questions pendant cette présentation où vous devrez essayer de lever les cartons. Vous allez voir, ça ne va pas toujours être facile. Alors, qu'est-ce qu'un anticorps ? Donc tout d'abord, un anticorps, ça porte un autre nom. Claire en a parlé tout à l'heure, elle a parlé d'immunoglobuline. Donc un anticorps, c'est une immunoglobuline, c'est la même chose. C'est une immunoglobuline sécrétée. Donc, une immunoglobuline sécrétée, c'est un anticorps qui va circuler dans le sang. Donc, c'est une protéine. Donc, les protéines, vous avez tous entendu parler certainement de ce qu'est une protéine, en gros. Donc, c'est une protéine qui va circuler dans le sang et qui va un peu chercher les pathogènes qui peuvent être présents dans notre organisme. C'est la deuxième protéine la plus abondante dans le sang. C'est-à-dire qu'on a des grammes et des grammes, on a des dizaines de grammes par litre d'anticorps dans le sang, naturellement, même sans être infecté par quoi que ce soit. Vous avez en continu une trentaine ou une quarantaine de grammes d'anticorps qui circulent dans votre organisme. Grammes par litre, pardon. C'est des protéines qui sont produites par des cellules qui s'appellent des lymphocytes, et plus précisément les lymphocytes B. Donc vous avez peut-être entendu parler, alors peut-être des gens en ont. Hein. Alors j'imagine qu'il va y avoir un public un peu disparate parce qu'il y a des collègues de labo qui connaissent déjà tout, et puis j'ai sûrement des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'anticorps de leur vie. Non, si vous n'avez pas entendu parler d'anticorps, c'est que vous ne regardez même pas la télé et vous n'écoutez pas la radio. Mais voilà, qui ne savaient rien. Donc je vais essayer de m'adapter. Hein. Donc n'hésitez pas, si vraiment il y a des choses que vous ne connaissez pas et que vous avez besoin d'un peu plus d'informations, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez et me poser des questions. Hein. Donc c'est produit par les lymphocytes B. Donc les lymphocytes B, c'est des cellules qui font partie de l'immunité, de notre système immunitaire, et c'est plus précisément des cellules qui font partie de ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Donc l'immunité adaptative, il y a deux sortes d'immunité, l'adaptative et l'innée, et donc la définition, le terme est assez clair. Adaptatif, ça veut dire qu'il va y avoir des systèmes qui vont faire que cette immunité-là va apprendre à reconnaître les pathogènes. Donc elle va évoluer pour mieux reconnaître les pathogènes, et surtout elle va garder une mémoire après de cette rencontre avec les virus, les bactéries ou les parasites. Alors que l'immunité innée, c'est des cellules,
elles rentrent dans le tas, et puis voilà, elles essayent de, quand elles voient qu'il y a des infections, elles essayent d'éliminer les bactéries un peu n'importe comment. C'est ce qui fait du pu, généralement. C'est parce que vous avez des cellules de l'immunité qui ont agi, mais elles n'ont aucune mémoire. C'est-à-dire que quand vous êtes réinfecté par ce pathogène, elles refont exactement la même chose. Donc ça, c'est l'immunité innée. Et les anticorps font partie vraiment de l'immunité adaptative. Donc là, c'est beaucoup plus précis. On a plusieurs types d'anticorps. Donc je vous le dis, mais on ne va pas du tout détailler ces anticorps-là. Mais on parle d'IgG, d'IgA, d'IgM, etc. Les plus courants, c'est les IgG. Voilà, généralement, sur les vaccins, on regarde le taux d'IgG qui est produit suite à un vaccin. Et leur composition, donc c'est cette forme de Y là que vous voyez représentée ici. C'est toujours représenté en Y, un anticorps. Alors là, j'ai fait des petites boules, mais vous voyez la forme du Y. Et c'est formé en fait de 2 protéines qui s'associent ensemble. Alors c'est même en vrai 4 protéines, mais c'est 2 chaînes lourdes, donc c'est la partie qui est en bleu, donc qu'on appelle chaîne lourde parce qu'elle est grande. Voilà. Donc c'est 2 protéines identiques qui se collent ensemble, et 2 chaînes légères, identiques aussi, qui vont se coller aux chaînes lourdes. Donc c'est ça un anticorps, 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères, donc ça veut dire que c'est 2 protéines qui s'assemblent entre elles. Et donc si on parle de 2 protéines, ça veut dire qu'il y a 2 gènes qui vont coder ces protéines. Donc vous me dites, vous savez normalement tous qu'une protéine, c'est codé par un gène. Voilà. Donc, ok, c'est bon. Voilà. Donc ça veut dire que s'il y a 2 protéines, il y a forcément 2 gènes pour coder ces 2 protéines. L'anticorps, je vais le séparer en 2 parties pour dans ce schéma-là. La partie du haut, donc le haut du Y, c'est la partie qu'on appelle la partie variable. Donc ça porte un autre nom, c'est FAB. C'est la partie qui est la plus variable. Alors quand je dis variable, ça veut dire que pratiquement tous les anticorps vont avoir cette partie-là différente les uns des autres. C'est par cette partie-là que l'anticorps va se fixer sur le parasite, le virus, etc. Donc se fixer sur sa cible, l'antigène. Donc je vous ai représenté l'antigène ici, voilà, l'anticorps là, c'est le grossissement de ce que vous voyez ici. Vous avez l'anticorps, l'extrémité du Y, c'est par là que va se coller l'antigène. On va le revoir un peu plus précisément tout à l'heure. Donc vous avez ici des petits noms, alors je réévoquerai ce nom-là, épitope, c'est la petite partie qui est reconnue par l'anticorps. Vous voyez, l'antigène, il est gros là. L'anticorps, il ne va pas se fixer ici, ni ici, ni ici, il va bien se fixer que à cet endroit-là. Donc sur un même antigène, c'est-à-dire sur un même virus, en vrai, vous pouvez très bien produire un anticorps qui se fixera ici, puis un autre qui se fixera ici, et un autre qui se fixera ici. D'accord ? Donc ça, c'est la partie variable. Ensuite, vous avez la partie constante. Donc ça s'appelle le FC. Et pourquoi c'est constant ? Parce que là, par contre, tous les anticorps, du même type en tout cas, par exemple, tous les IgG, ont exactement la même protéine ici. C'est exactement la même structure, la même séquence d'acides aminés. Donc vous savez, les protéines, c'est une suite d'acides aminés. Donc tous les anticorps du même type ont la même séquence ici. Cette partie-là, elle est extrêmement importante et on a tendance souvent à un peu l'oublier. Quand on parle d'un anticorps, j'imagine que même pour tout le monde ici, un anticorps, on vous dit, c'est ce qui va neutraliser, ça va aller se fixer sur le virus ou le parasite et ça va le neutraliser. Voilà, ça va se coller dessus et c'est comme ça qu'on va réussir à s'en débarrasser. En vrai, on ne sait pas trop comment on s'en débarrasse. La majorité des gens ne savent pas ce qui se passe après cette fixation sur le virus ou le parasite. Eh bien, c'est par cette partie-là de l'anticorps que ça se passe. C'est cette partie-là qui contient en fait toutes les fonctions effectrices de l'anticorps, tout ce qui va faire qu'un anticorps, en vrai, est efficace. Un anticorps, il n'est pas juste efficace en se fixant sur sa cible. Il faut aussi souvent qu'il puisse faire quelque chose une fois qu'il a fixé sa cible. Alors, je vous représente cet anticorps et puis je vous représente une vraie structure tridimensionnelle d'un anticorps. Donc vous avez vu, je vous ai fait une espèce de, ici un Y avec des petites boules. En vrai, ces petites boules, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe quand on le regarde pour de vrai. Et j'ai fait un petit grossissement ici de juste cette partie-là. Alors, hop, c'est en noir et blanc ici.
Et vous voyez ici, en gros, on pourrait jouer, hein, ça aurait pu être une question du quiz, mais il aurait fallu pouvoir dessiner les jeux pour les enfants où on va d'un point A à un point B. Si vous partez d'ici, de ce point-là, vous pouvez suivre la protéine. Voilà, ça va faire ça, comme ça. Hop, donc, une protéine, c'est une séquence d'acides aminés, donc une suite d'acides aminés, et en fait, elle va se replier, la protéine. Elle va prendre une forme particulière qui va lui donner sa forme définitive. Et ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a ici. Vous voyez que ici, cet anticorps-là, eh bien, la séquence en acides aminés, le repliement de cette protéine-là, fait que, vous voyez, vous avez un coude ici, un petit truc qui dépasse là, et puis un autre qui dépasse là, etc. Donc vous avez une forme à cette protéine-là. Et en fait, l'anticorps, pour reconnaître sa cible, c'est tout simplement un système de clé-serrure. C'est exactement le système clé-serrure. Donc, pour que la clé, qui est l'anticorps, puisse ouvrir la serrure, il faut que la clé s'adapte, soit exactement la copie de ce qu'il y a à l'intérieur de la serrure. D'accord ? Exactement ce qu'il y a en face. Donc, c'est ce qu'on va voir ici, par exemple, avec cet antigène-là. Donc, vous voyez la forme qu'a l'anticorps ici, donc à l'extrémité. La forme qu'a cet anticorps-là est parfaitement compatible avec la forme qu'a l'antigène. Et c'est pour ça que cet anticorps va parfaitement bien reconnaître cet antigène-là, parce que c'est un système clé-serrure, ou Tetris, ça pourrait être plus simple de voir un Tetris aussi, ou Lego, voilà, si vous emboîtez des Lego. C'est exactement le même principe. C'est la forme de l'anticorps ici qui va déterminer ce qu'il va pouvoir reconnaître. Et il ne reconnaîtra que quelque chose avec lequel il pourra s'emboîter, tout simplement. Ok, donc maintenant l'anticorps, on a compris comment il s'emboîtait. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il fait. Donc ici, l'antigène. Donc cet antigène-là, je ne dirai pas son nom. C'est un virus tristement connu. On va essayer de jouer à un jeu pendant toute la présentation. À la fin, vous me poserez peut-être des questions. On va essayer de ne jamais prononcer son nom, d'accord ? Donc on va l'appeler celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ok ? Donc c'est un virus avec, vous voyez, à sa surface de ce virus, il y a des espèces de petits trucs rouges là qui dépassent. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans les médias. Ça s'appelle la protéine S ou la protéine Spike. C'est une protéine qui est très importante parce que c'est ça le vaccin. Le vaccin qu'on nous injecte, qu'on vous a tous injecté, puisque si vous êtes rentrés ici, j'imagine que vous êtes tous vaccinés, on vous a injecté en fait la protéine Spike. Voilà, donc c'est ce petit truc rouge là qu'on vous a injecté. Et donc les anticorps que vous avez produits, c'est des anticorps qui reconnaissent la protéine Spike. Donc lorsque vous avez suffisamment d'anticorps, eh bien, vous voyez, ces anticorps viennent se coller à la surface du virus sur la protéine Spike. Ok, jusque-là, c'est ce qu'on sait un petit peu d'un anticorps. Un anticorps, il reconnaît le pathogène, le virus, etc. Ok, petite question quiz. Qui est celui dont on ne doit pas prononcer le nom ? Il y aura des questions plus intelligentes après, je vous assure. Enfin, peut-être. Alors, il y a des gens qui ne lèvent pas de carton, c'est peut-être parce qu'ils pensent que c'est Voldemort, mais moi, il me semble qu'il est mort à la fin du dernier épisode de... Donc, on peut prononcer son nom maintenant. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, c'est le fameux... Voilà. Je vais sûrement pas réussir, moi, à ne pas prononcer le nom. Voilà, il faudra buzzer si jamais je... Ok, donc, maintenant, la fonction des anticorps. À quoi est-ce qu'ils servent et comment ils fonctionnent ? Donc, fixation, neutralisation. Donc, la fixation, on l'a vu. Cette fixation va permettre de neutraliser l'antigène, donc de neutraliser le virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Ça, c'est la première chose, et je vais vous donner un exemple tout à l'heure, vous verrez. Cette partie-là, cette fixation et neutralisation, elle ne dépend finalement que de la partie variable, c'est-à-dire qu'elle dépend uniquement de la partie qui se fixe sur l'antigène. Donc, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le FAB. Voilà. Donc la partie du haut du Y. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, en tout cas dans les médias on n'en entend jamais parler, c'est toutes les autres fonctions des anticorps. Et les anticorps, ils ont plein d'autres fonctions, ils ne font pas que
se fixer et neutraliser une cible, ils vont aussi activer le système immunitaire. Donc c'est des signaux qui disent au système immunitaire, tiens, je suis fixé sur un pathogène, donc viens manger ce pathogène. Donc il va y avoir différentes cellules du système immunitaire qui vont être impliquées. Alors moi je vais parler aujourd'hui que de la phagocytose. Il y a plein d'autres activités des anticorps qui sont utilisées, en particulier avec les anticorps thérapeutiques, mais je n'aurai vraiment pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler juste de la phagocytose et je vous expliquerai ce que c'est juste derrière pour ceux qui ne savent pas déjà. Toutes ces parties-là, le recrutement du système immunitaire dépend de la partie constante de l'anticorps. Donc un anticorps, pour fonctionner, il lui faut bien les deux. Il lui faut la partie du haut qui permet de se fixer sur le pathogène et la partie du bas qui permet d'activer le système immunitaire. Ok, donc la neutralisation. Qu'est-ce qu'on appelle neutralisation avec un anticorps? Voilà. Donc nous avons ici un antigène qui est neutralisé par différents anticorps. Vous remarquerez que pour neutraliser un antigène, il faut quand même pas mal d'anticorps. Hein. Voilà. Donc effectivement, quand on nous dit qu'on n'a pas assez d'anticorps et qu'il faut faire des rappels, ben, voilà. S'il n'y en a qu'un anticorps, à mon avis, l'antigène, il a l'air bien énervé, donc je pense qu'il arriverait à s'en débarrasser. Donc c'est ça la neutralisation. Ce monsieur ici, alors je ne me permets pas de juger, hein, je ne sais pas ce qu'il avait fait avant, je ne sais pas si ce n'est pas les anticorps qui sont les méchants ici, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il ne pourra pas rentrer chez lui. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, il est neutralisé. On est d'accord? Il ne va pas pouvoir aller jeter des pavés ailleurs ou faire d'autres bêtises, ou, si ça se trouve, il n'avait rien fait, mais bon. Voilà. Ok, donc cette neutralisation, elle sert à quoi? Là, c'est le virus qui est en train de rentrer dans une cellule pulmonaire. Donc, vous savez, le fameux virus dont on ne doit pas prononcer le nom, il rentre là, il va dans les poumons, et puis là, il essaye de rentrer dans les cellules pulmonaires. Comment il rentre dans les cellules pulmonaires? Il y rentre grâce à cette protéine qu'on appelle spike. Donc ce petit truc rouge là. Pourquoi? Parce que spike, en fait, il s'emboîte parfaitement bien avec un récepteur qu'il y a à la surface de nos cellules pulmonaires qui s'appelle le récepteur ACE2. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais c'est juste qu'il s'emboîte parfaitement bien dedans, finalement comme un anticorps antigène. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça fait ça? Dès que le virus il est venu se coller sur ce récepteur-là, lui, il est un peu bête. Donc, il voit qu'il y a un truc qui vient se coller, il dit « Ah, ben d'accord, ben, je te fais rentrer ». Donc, le virus va rentrer dans la cellule. Un virus, ça n'est pas vivant. Un virus, pour pouvoir se multiplier, il doit rentrer à l'intérieur de nos cellules, parce que c'est à l'intérieur de nos cellules qu'il va utiliser, en gros, la machinerie de nos cellules pour pouvoir proliférer, pour pouvoir se répliquer, se multiplier en nombre relativement important. Une fois que ce virus il est à l'intérieur de la cellule, il va proliférer, souvent très fortement. Cette prolifération, la plupart du temps, va même induire la mort de la cellule, parce qu'il y aura tellement de virus qui vont proliférer dans cette cellule-là que la cellule, elle ne pourra plus survivre. Et ça va causer la maladie. Vos cellules pulmonaires sont détruites. Bon, il y a d'autres explications, hein, en particulier l'inflammation, donc l'activation du système immunitaire, mais en tout cas, c'est la base. Le virus, il rentre dans les cellules, en proliférant, il tue les cellules dans lesquelles il est rentré, et donc vous avez la maladie pulmonaire, puisque vous avez vos cellules pulmonaires qui sont en train de disparaître, votre épithélium qui est en train de s'abîmer. Rôle de l'anticorps, neutralisation. Je vous ai dit, il ne pouvait plus rentrer chez lui tout à l'heure, le manifestant. Là. C'est pareil pour le virus lorsqu'il a été recouvert d'anticorps. C'est relativement basique, je dirais. L'anticorps, il est venu se coller sur la protéine spike, donc la protéine spike, elle ne peut plus aller se coller sur le récepteur qui est à la surface de la cellule. Ça, c'est purement de la neutralisation. Ça veut dire que ce virus-là, il ne peut pas rentrer dans la cellule. Voilà. Ça veut aussi dire, et ça explique en partie deux choses dans ce qu'on entend actuellement dans les médias. Voilà. Si vous n'avez pas assez d'anticorps, ça veut dire que vous n'arriverez pas à recouvrir toutes les protéines spike du virus. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'il y en ait une qui arrive à trouver le récepteur et le virus y rentre dans la cellule. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et ça veut dire aussi que là, l'anticorps, il a neutralisé, mais il ne l'a pas tué, le virus. Donc vous pouvez continuer de transmettre le virus. D'accord ?
Donc, dès que vous avez une diminution des anticorps, non seulement vous pouvez transmettre le virus, mais en plus, effectivement, vous n'en avez plus assez pour neutraliser 100% des virus. Donc, ça explique que le vaccin il est très efficace pour pour baisser les formes graves de la maladie, parce qu'il y a quand même moins de virus qui rentrent dans vos cellules, donc vous abîmez moins de cellules. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas du tout la maladie, et ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas la transmettre. Alors, je simplifie un peu, hein, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, mais voilà. Ok, fonction des anticorps, cette fois-ci indirecte, donc pas la neutralisation, mais je vais vous parler cette fois-ci de la phagocytose médiée par les anticorps. Donc la phagocytose, on reprend notre exemple. La phagocytose, ça, c'est un phagocyte, donc c'est une cellule qui s'appelle le macrophage, donc ici représenté par un panier à salade. Le manifestant, quand on veut le neutraliser, on va le balancer dans le panier à salade. J'aurais pu mettre la cellule, etc. Alors j'ai voulu faire un truc pas trop anxiogène, un petit peu moins anxiogène en mettant un petit Playmobil, mais en fait même ça c'est quand même un petit peu anxiogène, hein. Je ne sais pas si vous offrez ça à vos petits-enfants ou à vos enfants, mais moi j'éviterais quand même, mais bon, voilà. Il a quand même un gros fusil, lui. Bon, bref. En tout cas, vous avez compris ce que c'était, c'est que les anticorps de tout à l'heure, ils vont en gros amener l'antigène à l'intérieur du camion. Le macrophage, c'est un petit peu ça, sauf qu'un macrophage, c'est quand même beaucoup plus violent que ce qui se passe à l'intérieur de ce camion-là, puisque le macrophage, lui, une fois que le virus est rentré dedans, il va complètement détruire le virus. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas détruire le manifestant. Alors, je vous ai mis un petit film ici pour regarder. Alors, j'espère que ça va marcher. Oui, voilà. Regardez là. Ça, c'est des bactéries. Elles sont vertes. Tant qu'elles sont vertes, elles sont vivantes. Hop, le macrophage, il a mangé la bactérie. Ah, il y a encore un peu de verre. Ça y est, il n'y a plus de verre. Terminé. La bactérie, le macrophage a complètement mangé. Et puis j'ai arrêté la vidéo au moment où il allait y avoir un gros carnage. Parce que je ne voulais pas voir ça. Ok, donc vous avez compris ce que faisait un macrophage. Alors un macrophage, lui, il est armé pour détruire ce qu'il mange. Contrairement à la cellule pulmonaire qui, elle, n'était pas prête. Le macrophage, lui, il sait faire. Quand il mange quelque chose, il le détruit, il le coupe en petits morceaux, parce qu'il est équipé pour. Le problème du macrophage, c'est qu'il n'est pas très malin non plus, le macrophage. Le macrophage, il fait partie de la réponse immunitaire innée. Donc ça veut dire que lui, si on ne lui dit pas ce qu'il faut manger, il ne sait pas trop comment faire. Donc c'est un petit peu, là, je vous ai représenté le petit bûcheron de l'Office national des forêts à qui on a dit il va falloir que tu élagues, que tu coupes quelques arbres dans la forêt. Et là, le bûcheron, il est bien ennuyé parce qu'il voit la forêt, il fait « qu'est-ce que je fais ?» Donc dans le doute, il ne va rien faire. C'est ce que font les macrophages. Si maintenant, il revient dans la forêt et que vous avez pris soin de marquer les arbres qu'il doit couper, ça va l'aider. Il va savoir lesquels il faut couper. Donc le macrophage, c'est exactement la même chose. Le marquage, c'est l'anticorps. Donc les anticorps qui ont reconnu le virus, là, eh bien en fait, c'est eux qui vont jouer les messagers, c'est eux qui vont faire la croix sur l'arbre. C'est-à-dire que ici, il y a des récepteurs à la surface de ces macrophages qui reconnaissent les anticorps. Ils les reconnaissent par la partie, vous vous souvenez, le bas du Y, là. Et en reconnaissant cette partie-là, il y a un signal dans la cellule qui dit à cette cellule-là, OK, il y a un pathogène à manger. Donc en fait, l'anticorps, il joue le rôle d'intermédiaire. C'est lui qui dit, je suis fixé sur quelque chose que tu peux manger. Sans l'anticorps, le macrophage, il n'aurait pas réagi. Il n'aurait pas su qu'il fallait le manger. Donc, une fois que ça va être phagocyté, donc le virus, il va rentrer dans la cellule, mais cette fois-ci par choix du système immunitaire, hein, voilà. Là, le virus va être complètement détruit. Et puis, alors je ne rentrerai pas du tout là-dedans, mais il va présenter des petits morceaux de ce pathogène à la surface. Alors vous avez peut-être, certains d'entre vous ont entendu parler d'un truc qui porte un nom bizarre, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Voilà, le CMH, qui permet de savoir le soi et le non-soi, en gros, hein, voilà, et qui empêche de pouvoir faire des greffes facilement d'une personne à l'autre aussi. Mais en tout cas, ces petits morceaux de pathogènes qui sont présentés à la surface du macrophage, eh bien, vont permettre d'activer d'autres cellules du système immunitaire, les lymphocytes T en particulier. Donc,
il y a double effet, c'est-à-dire que l'anticorps va permettre de dégrader le virus, et ensuite les petits morceaux ici vont permettre d'activer le reste du système immunitaire et de la réponse adaptative avec les lymphocytes T. Ok, comment on fabrique maintenant ces anticorps? Donc je vous ai mis juste quelques chiffres, alors un peu pris au hasard sur Internet, hein, alors j'espère qu'ils sont vrais. Je pense qu'il y en a à peu près qui sont vrais, mais voilà, j'ai vérifié parfois. Donc on a 40 000 milliards de bactéries dans le corps, donc un petit peu plus que de cellules humaines en vrai, hein. Ça il faut le savoir. C'est beaucoup moins que ce qu'on estimait au départ, puisqu'on pensait qu'il y avait 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Finalement, on a à peu près le même nombre de bactéries que de cellules humaines, 40 000 milliards. On a recensé sur Terre environ 5,6 millions d'espèces de bactéries différentes. On connaît 5000 virus, alors c'est des chiffres arrondis, hein, environ 5000 virus qui peuvent infecter l'homme. Heureusement, il n'y en a qu'environ 200 qui sont réellement pathogènes, donc qui vont provoquer une maladie. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas pathogènes, notre système immunitaire ne travaille pas pour qu'ils ne le soient pas, justement, pathogènes. D'accord ? Donc, les 5000, là, il va falloir trouver des anticorps, hein, pour les calmer. On ingère environ 200 000 virus par minute. Alors, on a un masque. Peut-être qu'on va dire qu'on en ingère un petit peu moins ces temps-ci. Il y a un petit site, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse, qui est très, très anxiogène, puisque c'est un site, vous cliquez dessus, et hop, il y a un petit décompte, et ça vous dit combien de virus vous êtes en train d'inhaler par seconde. Voilà. Et puis ça vous fait le décompte aussi depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Ça fait voilà, c'est à peu près 100 000 milliards, je crois, un truc comme ça. Ok, et puis donc on a toutes ces espèces de pathogènes, de bactéries, de virus qui nous infectent et qu'il faut arriver à contrôler, dont il faut arriver à se débarrasser. Et puis, tout à l'heure je vous ai parlé de ces épitopes, là je vous ai dit, un antigène. En vrai, un anticorps peut se fixer à plein d'endroits sur un antigène. Donc en vrai, pour chaque virus, oui, il y a un anticorps qui va peut-être se mettre sur le spike, mais il y a un anticorps qui va se mettre sur une autre protéine, et puis une autre, et puis une autre, et puis même sur le spike, il peut y avoir 10 anticorps différents qui vont se mettre à différents endroits du spike. Donc ça veut dire que si on veut arriver à produire des anticorps qui neutralisent l'ensemble des pathogènes qui existent dans le monde, et c'est le cas, on est capable de le faire, ça veut dire qu'il va falloir faire énormément d'anticorps différents dans notre organisme. Alors, comment choisir les bons anticorps lorsqu'on est infecté par un pathogène? Vous avez une infection par le virus, vous savez. Ok. Comment est-ce qu'on va réussir à fabriquer le bon anticorps? Et comment on va faire pour en produire suffisamment? Parce que bien évidemment, je vous ai dit, il faut la quantité aussi. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ça neutralise effectivement. Alors en fait, tout ça a été théorisé il y a bien longtemps, avant qu'on connaisse vraiment ce que c'était qu'un anticorps, comment c'était fabriqué par l'organisme, etc. La théorie de ce monsieur-là, donc Sir Frank McFarlane Burnett, qui est australien, c'est une théorie qu'il a établie juste en réfléchissant à comment c'était possible. Comment c'était possible que notre organisme arrive à créer des anticorps ou à créer des molécules, puisque à cette époque-là, on ne savait même pas vraiment que c'était des anticorps, des molécules qui nous défendent contre n'importe quel pathogène existant dans le monde. Donc il a émis 2 hypothèses. C'est la théorie de la sélection clonale des lymphocytes. Alors, les lymphocytes apparaissent munis de récepteurs capables de reconnaître de façon prédéterminée l'ensemble des antigènes. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, hein. Et en 2, un antigène qui pénètre dans l'organisme sélectionne la cellule, le clone, qui est capable de le reconnaître. Et en sélectionnant cette cellule-là, il va permettre d'activer cette cellule-là et d'induire sa prolifération. Donc on va voir un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à longueur de journée, chaque jour, vous produisez des millions de lymphocytes B différents. Il y en a aussi des millions qui meurent, mais tous les jours, vous produisez plusieurs millions, je ne me souviens plus les chiffres exacts, mais c'est plusieurs millions de lymphocytes B qui sortent tous les jours de votre moelle osseuse, puisque c'est fabriqué dans la moelle osseuse, les lymphocytes B.
donc les cellules qui produisent des anticorps, hein. Vous en produisez des millions, et ces millions de cellules, elles possèdent toutes à leur surface un récepteur différent. Ce récepteur, qu'est-ce que c'est? Donc, vous le reconnaissez, je pense, c'est un anticorps. Donc en fait, ces cellules-là, elles expriment, les lymphocytes B expriment à leur surface un anticorps. Alors c'est un anticorps qui porte un autre nom, parce que c'est une immunoglobuline de surface, puisque là, c'est à la surface de la cellule, ce n'est pas relâché dans le sang, ce n'est pas sécrété. Donc c'est à la surface de la cellule. Ça s'appelle aussi BCR, pour B-cell receptor. Et donc, vous produisez tous les jours des millions de lymphocytes B qui possèdent tous à leur surface un anticorps différent. Donc moi, je n'en ai pas dessiné des millions, bien évidemment, j'en ai dessiné 5, et j'ai représenté ça avec des couleurs différentes, c'est-à-dire que voilà, vous produisez ces cellules, ces lymphocytes B, qui possèdent tous des anticorps différents à leur surface. Parmi ces lymphocytes B, il n'y en a que quelques-uns qui vont réussir à un jour rencontrer leur antigène. Donc, comment ça fonctionne? À quoi ça sert ce récepteur? Ce récepteur, il va servir... Ça a marché? Non. Ah, oui. Hop. Ce récepteur, il va agir comme un interrupteur. Donc, si rien ne se fixe sur ce récepteur, donc si il n'est pas reconnu par le virus de truc, il ne se passe rien. Donc, l'interrupteur reste sur off, rien ne se passe dans la cellule. Si au contraire, le virus rentre, et que cette cellule-là possède à sa surface un anticorps qui reconnaît le virus, et bien dans ce cas-là, le système s'active et donc la cellule va être activée. Et on va voir à quoi ça correspond, l'activation d'une cellule. Ok, donc j'ai mis un petit gif, c'est une petite dédicace pour des collègues du labo, parce que je déteste les gifs, donc, mais voilà. Donc, en fait, lorsque vous avez 2 millions, 10 millions, 500 millions de lymphocytes B avec chacun un anticorps différent à sa surface, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que le virus arrive à trouver l'élu. C'est pour ça, hein. J'ai réfléchi un peu. Donc, l'élu, c'est lui. Donc, ce virus-là, il rentre. Vous avez plein de cellules qui ont été faites complètement au hasard. Il rentre dans l'organisme, il va aller se balader un petit peu, hop, rien ne l'arrête. Ah, tiens, ça y est, il s'est fixé à la surface d'une cellule, sur un anticorps, sur la cellule rouge, pas les autres. Donc les autres, elles ont des anticorps qui ne reconnaissent pas le virus. Mais cette cellule-là a un anticorps à sa surface qui reconnaît le virus. Hop, le système s'active, l'interrupteur est on, donc cette cellule-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prolifère. Donc, vous aviez... des millions de cellules toutes différentes, il y en a une qui est sélectionnée parce que c'est celle qui reconnaît le bon antigène, le bon virus qui vient de vous infecter. Cette cellule-là, elle prolifère massivement. Donc ça veut dire que vous n'en avez plus une, mais vous en avez des milliers, voire des centaines de milliers de cette même cellule. Et celles-là, c'est super parce que c'est celles qui reconnaissent le virus. Donc c'est celles qui vont pouvoir vous défendre. Et la dernière étape, après que ces cellules-là ont suffisamment proliféré, eh bien, elles vont finir de se transformer, et en particulier, elles vont se transformer en cellules sécrétrices d'anticorps. Donc, je vous ai dit, un anticorps, ça doit être sécrété, ça doit circuler dans le sang. Donc, en fait, les lymphocytes B, là, qui sont ici, qui ont été sélectionnés, ils vont se transformer un petit peu en usine à production d'anticorps. Et donc, c'est ces cellules-là, qui s'appellent les plasmocytes, qui vont sécréter l'anticorps, qui donc reconnaît le pathogène. Et donc, quand le pathogène continue de rentrer ou qu'il re-rentre, eh bien, dans ce cas-là, vous avez des anticorps qui vous défendent contre ce pathogène-là. Donc, c'est ça la théorie de la sélection clonale. C'est-à-dire que, vous voyez, sur un pool de cellules de départ faites complètement au hasard, eh bien, vous sélectionnez la cellule la bonne. En fait, ce n'est pas vos lymphocytes qui vont sélectionner, qui vont choisir l'antigène, c'est l'antigène qui, en circulant dans votre organisme, et en particulier dans les organes lymphoïdes secondaires, je vais revenir là-dessus, eh bien, il va aller à la rencontre des lymphocytes B que vous avez fabriqués, et quand il en trouve un qui est le bon, ça active ce lymphocyte B. Donc, je vous disais, ça se passe dans différents endroits. Donc, la naissance des lymphocytes B, c'est dans la moelle osseuse. Puis ensuite, les lymphocytes B, ils vont sortir de la moelle osseuse et ils vont circuler dans le sang. Et ils vont aller dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. Autre nom des organes lymphoïdes secondaires, les ganglions.
D'accord ? Donc vous savez, quand vous allez chez le médecin et puis qu'il vous touche ici ou sous le bras, puis qu'il dit « Ouh là là, vous avez été infecté par quelque chose là, parce que vous avez une grosse boule ici. » C'est le ganglion. Voilà. Donc normalement, ils sont petits, et quand vous êtes infecté par quelque chose, ils deviennent gros, vous allez voir tout de suite, enfin juste après pourquoi. Ok, allez, petit quiz, pour faire une petite pause. Alors, combien d'anticorps différents faut-il pour neutraliser l'ensemble des pathogènes existants sur Terre ? Alors, en rouge, quelques dizaines, en vert, plusieurs centaines de millions, blanc, aucun, voilà. Bon. Ok, donc c'est bon, j'ai que du vert. Tout va bien. Tout le monde a levé, hein. Tout le monde a levé, s'il vous plaît. Si vous ne levez pas, ça veut dire que c'est cette réponse-là. Hein. D'accord ? Bon. Ok, effectivement, il faut plusieurs centaines de millions d'anticorps différents pour pouvoir neutraliser l'ensemble des pathogènes. On l'a vu tout à l'heure, vu le nombre de pathogènes qu'il existe, c'est ce qu'il nous faut. Alors, question suivante. Là, on enchaîne. Hein. Combien de gènes codant pour des immunoglobulines a-t-on dans le génome ? Alors, un gène code pour une protéine, hein, d'accord ? Donc, combien de gènes a-t-on dans notre organisme pour pouvoir faire des anticorps qui vont reconnaître donc les centaines de millions de pathogènes différents ? Alors, 150, 15 millions, aucun. Je vous laisse lire la suite. Alors, du vert. Ah, j'ai un orange. J'ai du blanc. Non, ouais. Ok, j'ai quand même un petit peu de rouge, mais bon, je vois d'où viennent les réponses rouges. C'est un peu salaud. Alors, juste pour information, on a en tout dans notre génome 20 000 gènes, pas plus. On n'a pas des millions de gènes différents, on en a 20 000 dans notre génome. Donc effectivement, ça ne peut pas être la réponse verte à 15 millions. Hein. Donc effectivement, on a 150 gènes, environ 150 gènes qui vont coder pour des anticorps. Et avec ces 150 gènes, il va falloir réussir à faire des centaines de millions d'anticorps différents. Oh, voilà, ça bug. Ok, donc vous avez tous une carte bleue. Non, c'est pas que je veux prendre votre code, hein, du tout. Vous avez tous une carte bleue, et puis quand vous allez retirer des sous, vous avez un code à 4 chiffres. Ok ? Donc, combien il y a de possibilités avec un code à 4 chiffres ? Alors, je vous le dis, hein, on ne va pas perdre de temps, c'est 10 000. Voilà. Donc, c'est pas tant que ça, hein, je m'attendais à plus, mais c'est 10 000, les possibilités que vous avez. Donc, avec 4 chiffres, vous pouvez quand même avoir 10 000 combinaisons. D'accord ? Donc avec 150 gènes, on va voir que des combinaisons, vous pouvez quand même en avoir un certain nombre. Alors ça, ah oui, j'aurais dû poser. C'est dû à un phénomène qui est unique dans l'organisme des vertébrés, des mammifères et même des vertébrés. C'est un système de réarrangement de gènes. Donc ça veut dire que ces cellules-là, les lymphocytes B et les lymphocytes T aussi, c'est les deux seules cellules de tout l'organisme qui, lors de la sélection des espèces, enfin, lors de la sélection naturelle, ont gardé un système qui leur permet de modifier leur génome. Donc théoriquement, nos cellules, toutes les cellules de notre organisme, sauf ces deux-là, c'est des cellules, elles ont tout fait lors de l'évolution pour justement être le plus stable possible au niveau du génome. Parce que vous savez tous, je pense, que quand le génome il est altéré, donc glyphosate, coup de soleil, trop d'alcool, cigarettes, etc., ça altère le génome, ça. Et c'est ça qui cause les pathologies et essentiellement le cancer. Donc généralement, on ne doit surtout pas modifier le génome d'une cellule, sauf dans les lymphocytes T, dans les lymphocytes B, dans les lymphocytes. C'est les seules cellules qui ont choisi de continuer de modifier leur génome. Et c'est pour une raison relativement simple, c'est que justement, le bénéfice-risque, c'était qu'il valait mieux prendre le risque de modifier un peu le génome en essayant de bien le contrôler, mais de pouvoir produire des millions d'anticorps différents,
plutôt que d'avoir que 150 anticorps de disponibles. Parce que si on avait que 150 anticorps de disponibles, on serait tous morts, on ne serait pas ici, parce qu'on aurait tous été infectés. Le virus de la oh là 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 là, oh là là, vous avez vu? J'ai bien failli, hein, j'ai bien failli. Le satané-virus nous aurait tous tués. Parce qu'avec 150 anticorps, on n'aurait jamais réussi à trouver des bons anticorps pour nous protéger contre. OK. Alors, le réarrangement des gènes. Donc là, ça va peut-être être un peu complexe. Mais en fait, quand je vous dis qu'il y a 150 gènes d'anticorps, en fait, chaque anticorps est composé de plusieurs petits et produit à partir de plusieurs petits morceaux de gènes. Ces petits morceaux, vous voyez, là j'ai choisi donc les chaînes légères de l'anticorps, parce que c'est le système le plus simple. Ces petits morceaux, vous voyez, il y en a qui s'appellent V et d'autres qui s'appellent J. Et avant que votre anticorps soit produit, eh bien, ils vont se réorganiser, ces petits morceaux de gènes. Donc ici, par exemple, vous avez V2 qui va se réorganiser avec J1. Alors attention, ça veut dire que ici, vous avez une coupure, ici, vous avez une coupure, et là, vous recollez. On coupe, on recolle. Ça veut dire que votre chromosome, il s'est raccourci. Hein, parce que tout ça, là, ça a disparu de votre génome. Voilà. OK, donc vous avez cette combinaison V2, J1. Dès que cette combinaison, elle est ensemble, ça y est, vous pouvez produire l'anticorps. Donc, hop, à partir de l'ADN, on fait de l'ARN, donc on transcrit l'ADN et ça va donner de l'ARN messager. Alors l'ARN messager, je pense que vous avez tous entendu parler de l'ARN messager aujourd'hui. Donc c'est le messager qui va sortir du noyau et qui va servir de copie pour pouvoir fabriquer la protéine. Et donc cet ARN messager, lorsqu'il va être codé, lorsqu'il va être décodé plutôt, qu'il va être traduit, eh bien ça va donner cette chaîne légère-là. Donc bleu et puis jaune. Dans la cellule voisine, tout se fait complètement au hasard. Donc dans la cellule voisine, ce n'est pas le même réarrangement qui a eu lieu. C'est V2, mais avec J3. Donc vous avez à la fin un anticorps, vous voyez, qui est bleu et rouge. Et puis dans la cellule encore voisine, eh bien, vous avez V1 avec J3. Donc à chaque fois, ça vous donne finalement une chaîne légère différente. Ça vous donne donc un anticorps différent. Donc, si on fait le bilan de ça, on a environ une trentaine de domaines V, de segments V pour les chaînes légères, et puis entre 5 et 10 domaines J pour les chaînes légères. Pour les chaînes lourdes, ça se complique encore parce qu'il y a 3 domaines différents, donc ça veut dire qu'on multiplie encore les combinaisons possibles. Celui-là peut aller là et puis là, ou alors celui-là il peut aller là et puis là. Voilà, donc on multiplie encore les combinaisons. Résultat, on arrive à 6000 possibilités environ pour les chaînes lourdes, 350 possibilités pour les chaînes légères. Et un anticorps, c'est une chaîne lourde et une chaîne légère. Donc, il faut multiplier tout ça. Voilà, on est à 2 millions de possibilités, environ. OK ? Donc, avec 150 gènes, on arrive à avoir 2 millions d'anticorps, environ 2 millions d'anticorps différents, rien que par, comme ça, ce réassortiment des gènes. Alors, comme je vous disais, les lymphocytes T et B, ce sont les seules cellules à pouvoir modifier leur génome volontairement. Hein. Parce que c'est un risque, à chaque fois que vous cassez l'ADN, vous risquez d'avoir une maladie. Hein. Mais c'est extrêmement bien contrôlé, et donc en vrai, c'est très rare. Il y a moins de cancers de lymphocytes qu'il y a de cancer du poumon, de cancer colorectal, de cancer du sein, ou même de cancer du foie. Hein. Donc c'est très très bien contrôlé. OK, alors, petit quiz. Théoriquement, combien peut-on faire d'anticorps différents ? Alors, il y a un piège, un peu salaud. Alors, est-ce que c'est parce que vous ne levez pas vos cartons ou est-ce que c'est parce que c'est la réponse blanche ? Il faudrait juste que je sache, alors, est-ce que c'est parce que c'est parce que vous ne savez pas ? Ben, ça tombe bien que vous ne sachiez pas, parce que la bonne réponse, c'est celle-là.
c'est bien 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Brest. On peut effectivement faire théoriquement 1000 milliards de combinaisons d'anticorps différents. Alors, je vous ai un petit peu induit en erreur parce que je vous ai dit juste avant, en réorganisant les gènes, on a 2 millions de possibilités. Ben oui, mais c'est parce que le lymphocyte B, c'est pas fini ces modifications. Il va continuer de modifier ces gènes d'immunoglobulines. Ça ne devait pas faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc ici, à ce stade-là, on a 2 millions de possibilités. Ça veut dire qu'on peut faire 2 millions de lymphocytes B différents, environ. Mais le lymphocyte B qui a été activé, donc celui qui a rencontré l'antigène là, et qui se multiplie ici, il va lui arriver d'autres problèmes. Vous savez, quand je vous disais les ganglions, ils grossissent. Ils grossissent pourquoi ? Parce que ces cellules-là, elles prolifèrent énormément. Donc ça veut dire que ça prend de la place et vous avez votre ganglion qui grossit. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas en ce moment, hein. Vous en avez tous, mais ils sont tout petits. Et quand vous avez une réponse immunitaire, ils deviennent gros. Ils deviennent gros pourquoi ? À cause de ce truc-là, là, cette espèce de rond qu'on voit ici. Ça, c'est des cellules. Hein. Voilà, tous les petits points là, violets, c'est des cellules. C'est à cause de ce truc-là, alors qui a un nom barbare, qui s'appelle le centre germinatif. Le centre germinatif, si on veut résumer ce qui se passe dans le centre germinatif, c'est la sélection naturelle de Darwin en 2-3 semaines. D'accord ? Donc vous connaissez tous, je pense, la sélection naturelle selon Darwin, comme quoi, quand au cours de l'évolution, on accumule des mutations, et puis celles qui sont avantageuses, qui nous donnent un avantage, vont prendre le dessus sur les autres, et donc les autres espèces vont disparaître. Ceux qui n'ont pas cette mutation-là avantageuse, petit à petit, vont disparaître parce que vous courez plus vite, donc vous échappez mieux aux prédateurs, vous tenez mieux la lance, donc vous pouvez plus tuer les mammouths, etc. D'accord ? Donc ça, c'est la sélection naturelle. Les meilleures mutations sont sélectionnées, toutes les autres disparaissent. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer dans le centre germinatif. On passe aux sur-mesures. Donc, on avait déjà 2 millions de possibilités. Sur les 2 millions de possibilités, il y en avait une qui avait été choisie, là, l'élu. Mais en vrai, avec 2 millions, ça ne suffit pas pour qu'elle soit parfaite, cette cellule-là. Donc, qu'elle produise un anticorps qui soit parfait. Donc, on va passer aux sur-mesures. Le sur-mesure, vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez la cellule au départ, c'était bac, mention passable. Voilà. Elle passe dans le centre germinatif, elle ressort de là, elle est majeure de Polytechnique. Donc, elle reconnaît l'antigène parfaitement bien. Celle-là, elle le reconnaissait un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez avoir une affinité de l'anticorps pour son antigène qui va être multipliée par jusqu'à 100 fois. Ça va faire quoi ? Ça va faire que votre anticorps il va être plus efficace, parce qu'il en faudra moins pour bien neutraliser, et qu'il aura une meilleure spécificité, c'est-à-dire qu'il vraiment, vous êtes sûr qu'il ne reconnaîtra que le spike du virus dont on ne doit pas prononcer le nom, et rien d'autre à côté. Alors, ok, affinité augmentée. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Donc, qu'est-ce que l'affinité d'un anticorps pour son antigène ? En rouge, c'est sa force d'interaction avec l'antigène. En vert, c'est sa durée d'interaction avec l'antigène. En blanc, voilà. Alors, il y a encore un piège. Mais cette fois-ci, ok, c'est pas blanc. Ouais. Ah, vous savez pas. Ah, ça devient plus dur au départ, hein, on rigolait bien, mais... Ok, donc, en vrai, voilà, il y a un piège. Alors, je pensais que les fiches, elles étaient vertes d'un côté, rouges de l'autre. Alors, je voulais vous faire le salut de Miss France, mais finalement, vous avez les deux. Donc, effectivement, c'est les deux premiers, c'était ça le piège, c'est la force d'interaction avec l'antigène et sa durée d'interaction avec l'antigène. Mais les deux sont liés. Et finalement, c'est exactement comme l'affinité entre deux personnes. Si vous n'avez aucune affinité avec quelqu'un, vous allez l'éviter. D'accord ? Sauf si c'est au travail et que vous êtes obligé. Mais bon.
Si vous avez un peu d'affinité pour cette personne-là, bon, ça ne vous dérangera pas de discuter un petit peu, de rester 5 minutes, discuter avec lui, d'aller boire un coup, etc. Si vous avez une très très forte affinité pour cette personne-là, la plupart du temps, ben, vous aimerez passer du temps avec, vous resterez longtemps avec. Des fois, vous vous marierez, vous aurez des enfants et vous vivrez toute la vie avec. D'accord ? Donc, plus l'affinité est forte, plus l'interaction est longue. D'accord ? Donc, c'est pareil pour les anticorps. Plus vous avez un anticorps qui a une forte affinité, plus il va rester longtemps en contact avec l'antigène. Donc on revient sur ce lymphocyte B là, qui a été sélectionné, l'élu de tout à l'heure. Voilà, il est là. Je vous ai représenté la surface de l'anticorps et puis la surface du spike. Là. Voilà. Pour vous réexpliquer un petit peu le système clé-serrure. Donc, OK, cette cellule-là, pourquoi elle a été sélectionnée ? Parce que vous voyez, ça va à peu près. L'anticorps, il arrive bien à peu près à interagir avec l'antigène, ça va. Donc le système est on, la cellule est sélectionnée. Attention, il y a dans le centre germinatif une autre problématique. Tout à l'heure, je vous ai dit, si c'est on, c'est sélectionné. Si c'est off, il ne se passe rien. Dans le centre germinatif, c'est un peu différent. C'est un endroit où les cellules, si elles ne sont pas on, donc si l'interrupteur n'est pas allumé, les cellules, elles meurent. Systématiquement, très rapidement, elles vont toutes mourir, ces cellules-là. Donc ces cellules, elles ont besoin d'être toujours activées, d'être toujours sur on. Donc ça veut dire qu'elles ont besoin d'avoir un contact constant, ou le plus constant possible avec l'antigène, si elles ne veulent pas mourir, ces cellules-là. Donc le voilà, le centre germinatif dont je vous parlais, schématisé. Alors là, c'est un gros schéma bien compliqué. Vous allez voir, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ce centre germinatif, cette espèce de structure là, ovale. La cellule, elle est là. Elle vient d'être sélectionnée. Qu'est-ce que ça fait ? Je vous ai dit, elle se met à proliférer, cette cellule. Et c'est là où il va y avoir encore une augmentation de la diversité des anticorps, parce que lorsqu'elle prolifère, cette cellule, eh bien, elle mute les gènes qui codent pour les immunoglobulines. Donc muter, ça veut dire que la séquence d'ADN change, ça veut dire que la séquence de la protéine change. Et si la séquence de la protéine change, la forme de la protéine change aussi. Donc, au final, les 4 cellules qui sont ici, elles auront toutes, à nouveau, un anticorps différent les uns des autres. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, elles auront muté de manière totalement aléatoire et elles auront donc à la fin 4 anticorps différents à leur surface. Alors ça sera quand même des anticorps qui seront assez proches de l'anticorps de départ. C'est quand même les mutations, il n'y en a que quelques-unes qui vont apparaître, donc ça sera quand même un anticorps qui sera assez proche de celui de départ. C'est bien parce que du coup on part quand même avec une bonne base. On part avec un anticorps qui déjà est plutôt pas mal. Une fois que cette cellule-là, elle a muté et qu'elle va avoir son anticorps là, à la surface, vite, il faut qu'elle rencontre l'antigène pour pouvoir survivre, sinon elle va mourir. Donc heureusement, l'antigène, il est ici, il est dans une autre partie du centre germinatif, et donc cette cellule-là, elle va aller dans cette partie du centre germinatif où l'antigène est présent. Et donc elle va essayer de voir si elle n'a pas perdu son contact avec l'antigène. Et donc, je vous ai représenté ici, avec des magnifiques dessins d'anticorps, les 4 anticorps générés là. Donc, je vous ai dit, la séquence change, donc la forme change. Donc, vous avez 4 nouveaux anticorps. Donc, la petite question, qui va gagner ? Rouge B, vert D, blanc Bruce Willis. Ah, c'est bien. Ok, donc on va le faire, hein, parce que je me suis quand même embêté à faire des animations. Alors, hein. Ça, c'est l'anticorps de départ. Ok, il n'a pas changé, lui. Donc ça va, il reconnaît un petit peu, le système est un peu on. Hop, deuxième anticorps, aïe. Là, ça se passe mal, ça ne reconnaît plus du tout. Donc cette cellule, elle meurt. Terminé. Anticorps C. Ah, c'est pas mal là quand même. Là, c'est encore mieux que le premier anticorps. Vous voyez, il y a plus d'interaction avec l'antigène. Donc, le système est très bien activé. Dernier anticorps. Alors là, c'est parfait. L'anticorps, il s'emboîte exactement dans la forme de l'antigène. C'est l'anticorps parfait. Donc lui, 3 étoiles. Super.
D'accord? Donc c'est lui le gagnant. OK? Maintenant, ces cellules-là, elles n'ont pas encore perdu, finalement, puisqu'elles sont quand même on. OK? Il y a un problème dans le centre germinatif, c'est ça. C'est que l'antigène, il est en quantité limitée. Donc il va falloir se battre pour l'antigène. Il va falloir se battre pour réussir à avoir le contact avec l'antigène. Et bien évidemment, si on se bat pour avoir le contact avec l'antigène, ben c'est le plus fort qui gagne. C'est la sélection naturelle selon Darwin. C'est le plus fort qui va gagner, parce que lui, quand il aura rencontré l'antigène, il ne va jamais le lâcher. Donc vu qu'il ne va jamais lâcher l'antigène, ben, les autres là qui sont ici, ben, ils n'ont plus de contact avec l'antigène, parce que lui, il a tout pris. Donc les autres vont mourir aussi. Donc celui-là, il n'a pas changé. Il n'était pas si mal que ça au départ. Celui-là, il s'est même amélioré, donc il aurait pu survivre. Non, il n'était pas suffisamment. Lui, il n'est pas polytechnique, lui. Il a une licence. Voilà. Pas de l'université de Limoges, parce que l'université de Limoges est au-dessus du panier. Donc, ouais. OK, donc c'est lui qui gagne par sélection naturelle. Donc c'est ça la sélection naturelle selon Darwin. Et ça se passe en 15 jours, 3 semaines dans votre organisme lorsque vous êtes infecté par un pathogène ou lorsque vous recevez votre première dose de vaccin. D'accord ? OK, dernière étape, eh bien la dernière étape, c'est la différenciation de ces cellules. Donc une fois que vous avez réussi, que le système a réussi à sélectionner vraiment la bête de course, l'anticorps qui reconnaît parfaitement sa cible, eh bien, cette cellule-là va pouvoir se différencier, donc changer un petit peu de fonction, donc en plasmocytes, donc les cellules qui sécrètent les anticorps, et puis en lymphocytes B mémoire. Et je vais vous montrer un petit peu ces cellules-là. Donc le plasmocyte, c'est ça, microscopie électronique. Hein, donc c'est une usine à production d'anticorps. C'est une cellule qui sécrète les anticorps. Elle est capable, dans certains cas, de sécréter jusqu'à 10 000 anticorps par seconde. Donc c'est vraiment une usine. Hein. Alors ce n'est pas la majorité des cas, mais en tout cas, elle produit tout le temps entre 100 et 1000 anticorps par seconde. Et cette cellule-là peut perdurer des années dans la moelle osseuse. On ne sait pas exactement combien de temps. Chez l'homme, ça n'a pas été très bien évalué. Chez la souris, c'est très clair. C'est toute la vie de la souris. Mais une souris, ça vit que 2 ans. Hein. Mais chez l'homme, on n'est pas sûr, mais au moins 10 ans, voire plus. Voilà. Le problème, c'est que ça ne perdure pas toujours. Donc là, on va revenir à nos problématiques médiatiques du moment. Ça ne perdure pas toujours. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre taux d'anticorps va progressivement diminuer, parce que si vos plasmocytes sécréteurs d'anticorps là, ils diminuent, petit à petit, vous n'allez plus avoir assez d'anticorps. Heureusement, il y a les lymphocytes B mémoire. Les lymphocytes B mémoire, ce sont des lymphocytes B éduqués. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont passés là, par cette phase de sélection dans le centre germinatif dont je vous parlais. Donc ils sont très bons, ils ont des anticorps à leur surface qui sont parfaits. Et donc ce sont des cellules qui ne vont pas avoir besoin de refaire un cursus universitaire. Ils l'ont déjà, leur diplôme. Donc ça veut dire que ces cellules-là, elles ont des anticorps de haute affinité, elles vont pouvoir perdurer très longtemps aussi dans l'organisme, des années, et ces cellules-là, dès qu'elles vont re-rencontrer le même antigène, donc si vous êtes réinfecté par le même virus, ou si vous recevez votre dose de rappel vaccinal, eh bien dans ce cas-là, ces cellules-là qui sont déjà présentes et qui sont déjà des bêtes de course, elles ne vont pas mettre 15 jours pour refaire des anticorps, elles vont mettre 1, 2, 3 jours pour se transformer à nouveau en plasmocytes et faire des anticorps en grande quantité. Donc aujourd'hui, on entend « Ah, la 3e dose de rappel, ça marche vachement bien, 2 jours après, vous avez plein d'anticorps. » Ben, ok, ça veut dire qu'en gros, les plasmocytes, malheureusement, jusqu'à maintenant, avec le vaccin actuel, n'arrivent pas bien à perdurer dans notre organisme. Mais par contre, les lymphocytes B mémoire, ça marche très très bien. Et donc, le rappel, effectivement, va recréer des plasmocytes. Alors, ce qu'on espère, c'est que, bien évidemment, quand on recrée ces plasmocytes, on va en recréer suffisamment pour qu'ils perdurent plus longtemps après dans l'organisme et qu'on n'ait pas besoin de recevoir une 4e, une 5e, et etc., etc. Ok. Alors, je ne sais pas si je suis dans les temps, si vous avez faim, si voilà. Je vais essayer de finir par les 2 dernières parties. Donc, vous allez voir, ça va être un peu plus rapide, en particulier sur cette partie-là. Donc, cette incroyable faculté que notre organisme a à produire des molécules qui sont capables de se fixer et de détruire quasiment n'importe quel pathogène.
Bien ça, forcément, la médecine et la science, à un moment, s'est dit il faut absolument qu'on arrive à l'exploiter, ce système-là. Il faut absolument qu'on en fasse des médicaments. Donc ça, il y a juste un petit peu d'histoire pour les anticorps thérapeutiques que je vous montre ici. Donc la première expérience, vous voyez, elle date du 19e siècle. Hein. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on peut utiliser des anticorps pour une thérapie. Alors à l'époque, c'était un petit peu bourrin quand même, il faut pas se mentir. Donc c'était le docteur Émile Roux, qui est un élève de Pasteur, qui a cofondé l'Institut Pasteur, qui en fait injectait du sérum de cheval à des enfants qui étaient atteints de diphtérie, qui avait été... donc la maladie de Krupp, c'est une maladie qui est due en particulier à la toxine diphtérique, enfin à la bactérie qui produit la toxine diphtérique. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il injectait à des chevaux la toxine diphtérique. C'était lui qui avait trouvé que en fait, ce qui était dangereux, c'était la toxine diphtérique. Il injectait la toxine diphtérique à des chevaux qui donc produisaient plein d'anticorps. Les chevaux, bizarrement, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils supportaient très bien de recevoir de la toxine diphtérique. Hein. Si on vous en injecte à vous, vous êtes mal barré. Et donc les chevaux produisaient des grandes quantités d'anticorps antitoxine diphtérique. Ils prenaient le sérum de ces animaux et ils injectaient du sérum de ces animaux à des enfants qui étaient atteints de la maladie. Et ça guérissait les enfants. Alors ça ne les guérissait pas toujours, on va se mentir quand même. Mais en tout cas, on est passé à une mortalité qui était vraiment extrêmement élevée. C'est la première preuve de l'efficacité d'un sérum contenant des anticorps. À cette époque-là, on ne savait même pas que ça s'appelait anticorps. Hein. Voilà. On savait qu'il y avait quelque chose qui circulait dans le sérum de cheval là, et qui permettait de nous défendre contre les pathogènes. OK. À partir de là, il ne s'est pas passé grand-chose pendant longtemps, parce que le problème, c'est que bien évidemment, très rapidement, on a dit « Non, mais moi, je ne veux pas que vous injectiez du sérum de cheval à mon enfant ». Donc, on a trouvé d'autres moyens, on a trouvé des antibiotiques, etc., etc. Donc, il n'a plus été question d'injecter des choses pareilles à nos enfants. Et donc, ça ne s'est réactivé qu'en 1975, grâce à ces deux personnes là, qui ont eu le prix Nobel en 1900. Oh là, j'ai ripé, c'est 1984, excusez-moi. C'est pas 1884, c'est 1984. Donc, eux, ce qu'ils ont réussi à faire pour la première fois, c'est qu'ils ont réussi... grâce à une technique qui s'appelle les hybridomes, ils ont réussi à immortaliser des lymphocytes B. Donc les lymphocytes B, on a vu, c'est ceux qui produisent les anticorps. Ils ont réussi à les immortaliser. Quand on immortalise une cellule, nous, en laboratoire, ce qu'on appelle immortaliser une cellule, c'est-à-dire qu'on la rend cancéreuse. Donc ça veut dire que cette cellule-là, elle prolifère indéfiniment. Et donc en faisant cette technique-là, ils étaient capables pour la première fois de pouvoir... Parmi tous les lymphocytes qu'avaient, je sais pas, ils immunisaient une souris contre quelque chose, ils récupéraient les lymphocytes de ces souris, ils les immortalisaient et ensuite ils choisissaient le lymphocyte qui produisait le meilleur anticorps du monde, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'anticorps D de tout à l'heure. Comme cette cellule est immortelle, quand on dit immortelle, ça veut dire qu'elle prolifère sans arrêt, il suffit qu'on la mette dans un milieu de culture et elle prolifère. Voilà. Et elle produit l'anticorps. Donc, tout d'un coup, on se retrouvait avec un système où on avait potentiellement un anticorps. Donc, on appelle ça un anticorps monoclonal, puisque voilà, il n'y en a qu'un. Donc, très précis, on sait exactement où est-ce qu'il va se fixer, etc. Et on pouvait en avoir en quantité totalement illimitée, puisque la cellule, elle est immortelle, donc elle va en produire de manière illimitée. Les cellules qu'ils ont faites en 1975, elles existent encore. On continue de produire des anticorps avec ces cellules-là, si on veut, en laboratoire. Donc ça, prix Nobel en 1984. Et ensuite, la dernière évolution, c'est que encore jusqu'à maintenant, ça c'était intéressant, mais on faisait ça en immunisant des souris, en récupérant les lymphocytes B de souris. Donc les anticorps, c'était donc des anticorps de souris. Et injecter un anticorps de souris à un humain, ça ne marche pas bien, parce que ce n'est pas humain, donc notre organisme va le rejeter et va en fait l'éliminer. Voilà, il va monter une réponse immunitaire parce que c'est de la souris, ce n'est pas de l'homme. Donc la dernière technique qui a permis enfin de passer vraiment aux anticorps thérapeutiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est dans les années 90. Là, cette fois-ci, ça y est, ce n'était plus des personnes isolées, c'était des grosses boîtes pharmaceutiques qui avaient plein de sous, qui ont breveté une technique qui s'appelle la chimérisation de l'anticorps. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir d'un anticorps de souris, ils l'ont transformé pour le rendre humain.
Donc l'anticorps, il reconnaît la même chose que l'anticorps de souris, mais il est humain, et donc on peut l'injecter chez l'homme. Et là, on a les premiers anticorps thérapeutiques qui apparaissent. Donc ces anticorps thérapeutiques, ils sont utilisés dans plein de choses. Les maladies infectieuses, bien évidemment, dont on a parlé jusqu'à maintenant. Mais en vrai, ce n'est pas ça leur principale application à ces anticorps thérapeutiques. Parce que pour les maladies infectieuses, franchement, ce qui marche le mieux, c'est quand même le vaccin. Ça marche beaucoup mieux de faire produire par nous-mêmes les bons anticorps plutôt que d'en injecter. Mais par contre, ça marche très très bien dans les cancers, dans les maladies inflammatoires, dans les maladies auto-immunes. Donc il y a de plus en plus d'anticorps thérapeutiques qui marchent parfaitement bien dans ces maladies. En particulier donc les cancers. Voilà, c'est vraiment là où les anticorps thérapeutiques aujourd'hui ont un peu révolutionné les thérapies médicales. Et en fait, je vous ai mis ça ici. Alors c'est peut-être... ouais. Si c'est possible, ça, de faire des anticorps thérapeutiques contre le cancer ou contre des maladies inflammatoires, ça n'est que parce que, justement, on fait ces anticorps au départ chez la souris. Pourquoi ? Parce que nous, le problème, justement, dans le cancer, la plupart du temps, c'est que notre système immunitaire, il réagit mal contre le cancer. Il ne réagit pas vraiment. Il réagit trop peu, en tout cas, contre des cellules cancéreuses. Pourquoi ? Parce que des cellules cancéreuses, elles sont à nous, c'est nos cellules. Notre système immunitaire, il n'a pas de raison de s'énerver contre des cellules qui finalement viennent de notre organisme. Donc bon, elles sont anormales, alors il s'énerve un petit peu, des fois il arrive à faire un petit peu quelque chose, mais il est très rare qu'on arrive à produire des anticorps naturellement contre des cellules cancéreuses de notre organisme. Par contre, si on immunise une souris avec des cellules cancéreuses humaines, là la souris elle va dire qu'est-ce que c'est que ces cellules humaines, je monte une réponse immunitaire, je fabrique des anticorps contre la tumeur. Le chercheur, ensuite, il prélève les lymphocytes qui produisent cet anticorps contre la tumeur, il modifie cet anticorps pour qu'il devienne humain, et il le réinjecte chez l'homme. Et donc ça marche très très bien, et on ne le dit pas assez, mais depuis les chimiothérapies dans les années 50, c'est, à mon avis, la plus grosse révolution thérapeutique qu'il y ait eu, en tout cas dans le traitement anticancéreux, très clairement. Parce que c'est vraiment des molécules qui, justement, du fait qu'elles soient très spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas taper à côté. La chimiothérapie, vous perdez vos cheveux. Pourquoi ? Parce que ça touche toutes les cellules qui prolifèrent. Donc forcément, vous avez des effets secondaires énormes. L'anticorps, non. L'anticorps, vous pouvez faire un anticorps qui va ne reconnaître que les cellules cancéreuses. Donc vous avez beaucoup moins d'effets secondaires. Donc ça marche relativement bien. Pour ça, vous avez assez peu d'effets secondaires. Et d'ailleurs, je crois que c'était l'objet d'une question. Oui. Pourquoi les anticorps thérapeutiques sont des armes redoutables dans le cancer ? En rouge, parce que les anticorps sont hautement spécifiques des cellules cancéreuses, parce que ce sont des produits, c'est un produit médical qui est, entre guillemets, naturel. En blanc, parce que les modes d'action de ces anticorps sont multiples. Vous avez le droit de faire comme vous voulez. Alors, rouge, vert, on monte, on descend. En fait, c'est ça la réponse. Hein. Rouge, vert, on monte, on descend. Parce qu'en fait, c'est tout. Tout est des bonnes réponses, là. Ouais, c'est vrai. C'est la question 8, il y en a 10. Hein, on arrive à la fin, donc excusez-moi. Donc, effectivement, hautement spécifique. Voilà, beaucoup plus spécifique que des chimiothérapies. C'est un produit effectivement médical naturel. Je vous rappelle qu'on a 30 grammes par litre d'anticorps naturellement dans notre organisme. Donc quand on en rajoute un petit milligramme pour traiter le cancer, c'est beaucoup moins toxique que n'importe quelle protéine, molécule chimique que vous allez injecter pour traiter un cancer. Hein. La plupart du temps, les anticorps, ils se noient dans la masse des anticorps naturels qu'on a chez nous. Et puis, bien sûr, les modes d'action multiples, donc neutralisation, phagocytose, et puis tous les autres effets dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, mais qui font que ces anticorps, c'est vraiment des acteurs redoutables pour le traitement des cancers en particulier.
Donc juste quelques chiffres pour ces anticorps thérapeutiques. Ça a commencé, le premier à avoir été mis sur le marché, c'est dans les années 90, je crois que c'est 96, quelque chose comme ça. Enfin, il y en a eu d'autres avant, mais qui ne marchaient pas bien. Mais le premier vraiment qui a marché, c'est dans les années, je crois que c'est 96. Depuis, on est à peu près à 100 anticorps qui sont aujourd'hui classiquement utilisés à l'hôpital, hein, en clinique. On a plus de 3200 anticorps qui sont en cours de développement. Donc en cours de développement, ça veut dire qu'ils sont déjà chez l'homme, hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans des phases précoces cliniques, phase 1, phase 2, etc. Et juste pour peut-être remettre un tout petit peu en perspective par rapport à ce qu'on entend, alors, je ne suis pas un fervent défenseur de la vaccination ou quoi que ce soit, enfin si, mais bon. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment le propos, mais c'est juste pour remettre juste un petit peu en perspective quelque chose. Il y a 10 anticorps qui rapportent chaque année 100 milliards de dollars aux industries pharmaceutiques. Et j'ai vu que là, cette année, les vaccins anti-Covid, tous confondus, allaient rapporter à l'industrie pharmaceutique 30 milliards de dollars. Donc ça veut dire que quand on dit que les vaccins, s'ils nous injectent des vaccins, c'est parce que les laboratoires pharmaceutiques veulent se faire plein de fric. En vrai, s'ils veulent se faire plein de fric, il faut qu'ils développent des anticorps pour des maladies, si possible, chroniques, c'est-à-dire des maladies où les gens vont être traités à vie. Parce que ça rapporte. À chaque injection, un anticorps, les vaccins, j'entends 40 €, 50 €, oh là là, c'est une honte. Un traitement anticorps pour certains anticorps, c'est 4 000 € parfois plus. Un traitement. Et il y a des gens qui sont traités à vie par ces anticorps-là. Donc, en vrai, les anticorps, ça rapporte beaucoup plus. Et toutes les maladies chroniques, ça rapporte beaucoup plus. En vrai, les vaccins qui éradiquent une maladie, c'est la plaie des laboratoires pharmaceutiques, en vrai, d'éradiquer une maladie. Ça veut dire que ça y est, ils ont fini, ils ne peuvent plus vendre leurs produits. Alors là, pour l'instant, ça va. Ils arrivent à le vendre parce qu'effectivement... Bon, OK. Mais il y a quand même pas mal de vaccins qui ont éradiqué des maladies. OK, donc je finis juste avec le mauvais côté des anticorps. Alors, vous allez voir, c'est juste une application de ces anticorps thérapeutiques dont je vais vous parler. Donc moi, je travaille dans le laboratoire sur des maladies qui s'appellent les amyloses. Donc les amyloses, ce sont des maladies qui sont dues à des agrégats de protéines. Donc c'est des protéines anormales qui s'agrègent et ces agrégats vont se déposer dans les organes humains et détruire ces organes. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont atteintes en France. Et ces maladies peuvent être dues à une quarantaine de protéines différentes. Il y en a une qui est très connue, c'est Alzheimer. Alzheimer, c'est, quand on parle de plaques séniles, c'est des dépôts, des agrégats de protéines. Voilà. Donc les amyloses dont moi je parle, Alzheimer n'en fait pas partie. Mais en tout cas, vous avez plein de protéines qui peuvent causer ces amyloses. Donc je vais essayer d'aller vite parce que je vois que je suis sûrement pas mal en retard, c'est ça. Donc c'est ça, hein. Les amyloses, c'est des espèces de fibres qui vont se former et qui vont, à partir de protéines, et qui vont se déposer dans les organes et détruire les organes. Et l'une des amyloses la plus fréquente, elle est due justement à un anticorps. Donc c'est le mauvais côté des anticorps anormaux qui s'agrègent et qui forment cette maladie. Et en fait, à Limoges, on a le Centre national de référence de ces maladies-là, sur les amyloses à elles. Donc on reçoit la grande majorité des patients français ici à Limoges pour les traiter, pour les suivre, etc. Et donc, comme je suis en retard, je ne vais peut-être pas trop détailler la recette, mais en gros, c'est juste pour vous expliquer ce que ça fait, ces fibres. Parce que finalement, qu'est-ce que ça fait une fibre ? Vous avez tous peut-être fait un jour un velouté d'asperges, avec des asperges fraîches, je précise. Et à la fin, vous avez mixé votre velouté et vous avez essayé ensuite de le passer dans la passoire. Et puis, ça ne coule pas. Pourquoi ça ne coule pas ? Parce que quand vous avez enlevé tout ce qu'il y a ici, ce que vous vous rendez compte, c'est qu'il y a des fibres partout dans votre passoire. Là. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans le rein. Lorsque vous avez une amylose et que vous avez des fibres qui se déposent dans le rein, ça bouche le filtre du rein. Vous savez, le rein, c'est un filtre. Ça bouche le filtre. Et donc, vous vous retrouvez avec un organe qui ne fonctionne plus. Pareil pour le cœur, ici, regardez l'épaisseur, ici, de la paroi cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de fibres dedans, le cœur, il n'arrive plus à battre. Donc, arrêt cardiaque au bout d'un moment.
Donc c'est des maladies qui sont extrêmement graves et on a des thérapies mais qui ne fonctionnent pas encore parfaitement bien. Donc je vais peut-être zapper la question parce que je vois qu'on est bien à la bourre. En fait, l'une des meilleures approches pour pouvoir traiter ces maladies, justement, c'est d'enlever ces fibres qui sont dans les organes. Donc il faut arriver à trouver un moyen d'aller chercher les fibres et de les enlever. Ça ne vous rappelle pas un truc qu'on a vu tout à l'heure là, avec virus, macrophage, tout ça? Voilà. Donc c'est ça qu'on fait au laboratoire. On a développé un anticorps qui va permettre de reconnaître l'amylose et de pouvoir ensuite recruter les macrophages qui vont pouvoir éliminer l'amylose. Donc c'est ça. L'anticorps se fixe sur les fibres et puis il va amener les fibres vers le macrophage et le macrophage va dégrader les fibres. Et donc on nettoie l'organe de toutes ces fibres qui se sont déposées. Et donc on retrouve un organe qui fonctionne correctement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'avais des petites différences, mais je crois que je suis bien en retard. Juste pour vous montrer, c'est la dernière que je vous montre, que ça marche. Ça marche en tout cas chez la souris. Voilà. Donc ici, c'est un organe d'une souris qui a une amylose et qui n'a pas été traité. Et ici, c'est l'organe d'une souris qui a une amylose et qui a été traité. Et l'amylose, c'est ce qui est en rouge. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une sacrée différence entre ici et ici. Donc on arrive à enlever l'amylose. Et en fait, il n'y a pas de traitement actuel qui arrive à faire ça. Donc cette molécule-là, on l'a brevetée. Elle est actuellement sous licence d'exploitation avec une entreprise pharmaceutique américaine parce que les universités ne peuvent pas mener d'essais cliniques, on n'a pas assez de moyens. Et donc on a une licence avec une entreprise qui, elle, est en train de faire les essais cliniques. Donc on sait que ça marche chez l'animal. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que ça va bien sûr marcher chez l'homme. On croise les doigts. Pour l'instant, on n'est qu'à la phase 1, donc on ne saura pas encore si ça marche très efficacement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les gens, toutes les personnes qui ont contribué dans mon laboratoire, donc toute l'équipe que je dirige et puis toute l'unité de recherche dont je fais partie, plus toutes les autres personnes voilà, qui ont participé à tous ces travaux. Ça fait du monde à la fin. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, j'ai un peu explosé le... Merci pour cette très belle présentation, à la suite de laquelle il y a certainement des questions. On voulait laisser quelques minutes de questions. On a quelques minutes de questions. Je suis désolé, j'ai pas fait gaffe à l'heure. Non, c'est... Ouais, c'est le problème des profs de fac, ça. Alors, y a-t-il des questions? Pardon. Vous avez parlé des vaccins qui diminuent, dont l'efficacité diminue avec le temps. Et si on injectait une dose plus importante de vaccin, de substance dans le vaccin par anti, ce que vous savez, est-ce que ça serait une possibilité ou ça serait dangereux peut-être pour le corps humain? Surtout ça serait dangereux. Je pense que c'est ça le problème. En vrai, les doses qu'on nous donne actuellement, elles ont été évaluées, c'est-à-dire que si on nous donne cette dose-là, c'est qu'on sait que si on en met beaucoup plus, ça va quand même avoir une certaine toxicité. C'est vrai que vous avez déjà mal au bras quand on vous vaccine. Donc si on vous en met vraiment trop, voilà. En plus, et puis au-delà de ça, je ne pense pas que ce soit le problème là, pour le coup. Parce que en vrai, avec les rappels, normalement, si ça devait marcher, ça marcherait et ça perdurerait dans le temps. Donc certainement qu'il va y avoir d'autres vaccins qui vont sûrement apparaître, qui seront certainement un petit peu différents et qui permettront de maintenir les plasmocytes en vie, en gros. Voilà, c'est ça le problème actuel. Mais je ne pense pas que ce soit une question de quantité. Je pense que c'est plutôt qu'il faudra peut-être utiliser d'autres protéines ou, pour vacciner, etc. Alors, la mémoire, des anticorps ou des lymphocytes B mémoire? Parce qu'il y a les anticorps qui peuvent perdurer et il y a les lymphocytes B mémoire qui peuvent perdurer aussi. Alors les lymphocytes B mémoire, a priori, ils perdurent bien. En tout cas, si l'exemple, c'est le virus dont on ne doit pas prononcer le nom,
les lymphocytes B mémoire, ça marche très bien. La preuve, on l'a avec la 3e injection, où on a montré que 2 jours plus tard, on avait un pic d'anticorps énorme. Donc ça veut dire qu'on a plein de cellules B mémoire. En fait, c'est ça peut-être le problème, c'est que le choix dans le centre germinatif, là, entre plasmocytes ou cellules B mémoire, souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il est très probable qu'en fait, on fabrique plus de cellules B mémoire au détriment peut-être de plus de plasmocytes. Donc, il faudrait arriver à inverser ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que pour tout vous dire, même moi qui travaille dessus dans le laboratoire, enfin, toutes les personnes de mon labo qui travaillent dessus, on ne sait toujours pas pourquoi une cellule, elle choisit de devenir plasmocyte ou de devenir B mémoire. On ne sait pas ça, très précisément. Mais c'est ça sûrement qu'il faudrait faire varier. C'est-à-dire qu'on fait de la mémoire, mais on ne fait pas de plasmocytes à longue durée de vie qui perdurent dans notre organisme. Et du coup, on était un peu axé sur le Covid, là, désolé. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que... Nom, par contre. Comment ? Vous avez prononcé le nom, par contre. Ah ouais, mais là, c'est fini. Et la prescription. Enfin, quand on disait que le vaccin est arrivé un petit peu trop vite sur le marché, qu'il y avait précipitation, qu'on n'avait pas assez de recul, qu'est-ce que vous... Alors, pour ça, pour moi, absolument pas. Parce qu'en fait, il marche très très bien, ce vaccin. C'est pas le problème que le vaccin... le recul sur un vaccin... effectivement, on pourrait se poser la question par rapport à est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'on a bien évalué les effets secondaires, etc. En vrai, on n'a jamais fait un vaccin avec lequel on a fait des essais cliniques aussi rapides et sur autant de monde que pour ce vaccin-là. Alors bien sûr, ça peut paraître très rapide, mais ça est rapide parce qu'il y avait énormément de volontaires et qu'il y avait une volonté aussi des labos, des États, etc., que ça aille vite. Donc en vrai, si un essai clinique pour certains vaccins, si des essais cliniques ont duré 5 ans ou 10 ans, c'est pas pour autant qu'on a plus de recul, c'est simplement qu'il a fallu pour recruter, je sais pas, 5000 patients, il a fallu 10 ans, parce que les gens ils voulaient pas être les cobayes d'un nouveau vaccin. Et parce qu'il était aussi cousin germain du SRAS aussi peut-être ou... Comment ? Et parce qu'il est cousin germain aussi du SRAS, donc on avait déjà des... ou pas ? Alors après les vaccins ARN en tout cas, ça c'est effectivement complètement nouveau. Donc même si on connaissait effectivement le SRAS, c'est pour ça que c'est allé très vite, on connaissait... il a fallu quelques mois, quelques semaines pour avoir le génome entier du virus. Donc c'est vrai que forcément, c'est allé beaucoup plus vite. Mais vraiment, je ne pense pas qu'il y ait plus de risques que pour n'importe quel autre vaccin. En fait, si c'est allé vite, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est allé trop vite. Mais en vrai, c'est allé vite parce qu'on a eu les 5000 patients en 2 semaines. Alors que quand on fait un essai clinique d'habitude, pour recruter 5000 patients, il nous faut 3 ans. Donc c'est pour ça que c'est lent d'habitude. Là, en vrai, pour tout vous dire, si le système marchait bien, je pense que tous les médicaments, ils devraient aller aussi vite que ça. Parce que vraiment, là, ça a été super efficace. Alors, on peut toujours imaginer les effets secondaires, etc. Mais les effets secondaires des vaccins, on les connaît bien. La majorité des effets secondaires apparaissent très rapidement après le vaccin. Donc, quand on a amené le vaccin en clinique classique, on avait déjà quand même fait des phases 2, phase 3, donc on avait analysé des centaines de milliers, même je ne me souviens plus combien de centaines de milliers de patients. Donc avec ça, on avait suffisamment de recul pour dire s'il y avait des effets secondaires ou pas. Une dernière question ? J'en ai une, moi. Sur les maladies auto-immunes, donc c'est en fait les anticorps ne reconnaissent pas leurs propres organes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils reconnaissent leurs propres organes. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Comment on peut lutter contre ça ? Quelles sont les thérapies qui existent justement pour les maladies auto-immunes ? Il y a des thérapies qui existent. Des thérapies d'ailleurs, il y a beaucoup de thérapies avec des anticorps qui existent. Sinon, on met des immunosuppresseurs parce que comme c'est des maladies immunitaires, en vrai, les maladies auto-immunes, on met des molécules immunosuppressives. Et sinon, il y a des anticorps. Si c'est une maladie auto-immune qui est due à des anticorps qui attaquent notre propre organisme, dans ce cas-là, on fait par exemple une chimiothérapie ou alors un anticorps anti-lymphocyte B, puisque c'est les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps. Si on enlève les lymphocytes B, il n'y aura plus de maladie auto-immune. Alors on n'aura plus d'anticorps non plus. Voilà. Oui, mais il faut faire des choix des fois.
Je plaisante, mais c'est vrai. En vrai, c'est ça. Il vaut mieux avoir plus de lymphocytes B, mais guérir d'un cancer, plutôt que d'en laisser quelques-uns en se disant oh, quand même, il faut bien quelques anticorps. Voilà. Donc effectivement, il y a des traitements où des fois, il faut faire certains choix. Alors après, on ne va pas exagérer. On arrive à faire quand même des systèmes où on continue de produire certains anticorps qui continuent de nous protéger. On a aussi des choses qui marchent très très bien. C'est tout simplement des gens qu'on traite avec des anticorps obtenus chez une autre personne. Donc c'est ce qui s'appelle les IgIV, les immunoglobulines intraveineuses. Et ça marche très bien. Même des enfants immunodéprimés qui n'ont pas de système immunitaire ou qui n'ont pas de lymphocytes B, donc qui n'ont pas d'anticorps, on leur injecte ça une fois tous les mois, ou tout même non, je crois que c'est tous les 3 mois. Et ça suffit à fonctionner parce qu'on leur injecte plein d'anticorps. Voilà. Donc ils sont protégés. Eh bien, il me revient le rôle de remercier chaleureusement Christophe pour cet exposé passionnant. Voilà. Et donc, vous remercier pour votre écoute attentive et votre participation à l'interaction. Alors, la prochaine conférence, le 27 janvier, ici même, à la même heure, 19h, et ça sera la méditation par Hélène Nagège, donc, qui est professeure à la faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Limoges également. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions en passant ou en discutant dans les couloirs, il n'y a pas de souci.